communication, elle appelle aussi le manager à déployer justement l'empathie. C'est le moment idéal pour lui d'être à l'écoute de ses collaborateurs. La distance physique déjà existe, il ne faut pas ajouter encore une distance émotionnelle, une distance sociale. En causant au quotidien avec le collaborateur, eh bien, nous raccourcissons le circuit que l'on ne sépare déjà par des kilomètres de nous. Donc, le collaborateur se sentira vraiment ensemble avec nous parce que nous avons accru, n'est-ce pas, la communication à destination des collaborateurs. Et le 7e pilier qui me semble important dans cette situation, c'est la responsabilité du manager. Être en mesure d'assumer sa responsabilité. Vous savez, ce qui se produit en situation de crise, et là, souvent, tout le monde a des idées. Dans l'énervement, tout le monde dit ce qu'il faut faire, mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, de prendre une décision et de foncer, eh bien, tout le monde s'arrête. Parce qu'en situation de crise, toute décision que nous prenons, eh bien, ne pardonne pas. Ou bien, ça réussit et ça échoue avec des impacts qu'on connaît. Mais le manager qui veut avoir la cohésion, l'engagement de son équipe, eh bien, il prend le lead, il décide. Lorsque toutes les intelligences auront abouti à une action spécifique à prendre, eh bien, le manager ne fuira pas ses responsabilités. Il les prendra. Il décidera pour que l'entreprise sorte justement de cette période de crise et continue à avancer. Eh bien, si nous le faisons, peut-être les résultats seront positifs, peut-être ils seront négatifs, mais quelle que soit la situation, le manager assumera toujours, n'est-ce pas, le choix qui a été fait. Il ne jettera pas la responsabilité sur ses collaborateurs. Cela va s'aimer effectivement une situation difficile à gérer de leur part. Ils sont déjà écrasés par le poids des émotions. Il ne faut pas encore venir ajouter des sentiments de culpabilité à leur situation. Donc, ces 7 piliers, fixation d'objectifs de crise, adaptés à la situation, assurance et confiance du manager, flexibilité dans les processus de travail, intelligence collective pour solliciter tout le monde, l'intelligence émotionnelle pour être en mesure justement de continuer à recueillir, n'est-ce pas, à être à l'écoute, comprendre leur manière d'agir, leurs inquiétudes, leurs émotions, la communication pour maintenir la cohésion de l'équipe et la prise de responsabilité pour avancer. Voici 7 piliers qui me semblent importants, chers participants, pour continuer toujours à assurer la cohésion, la motivation et l'engagement de nos équipes. Nous arrivons à présent à ce 4e village qui nous ouvre la porte justement sur l'après-corona. La question à ce stade qu'on peut se poser, quel management ou qu'arrivera-t-il une fois que cette crise aura pris fin? Bien sûr, aucun d'entre nous ne sait quand est-ce qu'elle prendra fin, mais dans tous les cas, elle finira. Et lorsqu'elle va finir, que deviendra la vie en entreprise? Que deviendra le manager et son équipe? Serons-nous encore là, soudés, engagés, plus que jamais déterminés à continuer le travail? Eh bien, le premier élément qui me semble important, lorsque cette crise sera terminée, c'est de mettre en place un plan de reprise et d'accompagnement des collaborateurs. Oui, on ne sort pas de la crise de coronavirus comme si on sortait d'un dîner gala. Les collaborateurs à la reprise continueront encore à avoir des états émotionnels auxquels nous n'attendons pas. Certains continueront encore à avoir peur et à traîner encore les angoisses issues du confinement, du télétravail. Et en psychologie, ce qui va se produire, c'est ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. C'est-à-dire que quand cette situation de confinement, de télétravail est arrivée, eh bien, elle a modifié drastiquement des habitudes acquises. Où on était dans notre bureau avec les autres collaborateurs, les collègues, on travaillait tranquillement, on quittait la maison très tôt le matin, on venait au travail avec nos embouteillages. Et quand on nous a dit, on va être confinés, il y a le télétravail, eh bien, l'organisme a réagi dans une sorte de résistance. Parce que nous tous, eh bien, dans la conduite du changement, on a tous, n'est-ce pas, peur de tout changement qui viendrait détruire des habitudes acquises. Nous aimons bien notre zone de confort. Donc, de même qu'on a eu peur d'aller à une situation de télétravail parce que c'est nouveau pour nous tous, eh bien, à la reprise, des habitudes ont été ancrées. Des gens qui n'utilisaient pas avant la technologie Skype, Zoom, ont été habitués à ce mode de travail. Les collaborateurs ont été habitués à se lever à l'heure qu'ils souhaitent et ensuite avoir leur liberté d'organiser leur espace de travail à la maison.
Il n'y avait plus d'embouteillage, de panique à se lever à 5 heures du matin, affronter tous les embouteillages pour aller au bureau. Bref, ils se sont fait une nouvelle vie par la force des choses. À la reprise, il faut à nouveau se défaire de ses habits pour mettre un nouvel habit propre à la situation normale du bureau. Alors, évidemment, les choses ne vont pas se passer aussi simplement. Il faudra accompagner les collaborateurs. Certains continueront à venir peut-être en retard parce que l'habitude de se réveiller à 5 heures du matin pour commencer à prendre leur voiture, transport commun et arriver au bureau. Eh bien, cette habitude, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'aura duré cette crise, eh bien, elle a été remplacée par de nouvelles habitudes. Donc, il faudrait être vraiment à l'écoute pour accompagner le collaborateur, pour traverser justement cette crise. La reprise aura besoin d'une transition pour accompagner les collaborateurs. Ensuite, il faut communiquer. Communiquer avec les collaborateurs pour leur permettre justement de se sentir à nouveau en équipe. Dans la conduite du changement, il va se produire ce qu'on appelle une distorsion cognitive. Le collaborateur, d'une certaine manière, va regretter la situation passée. Ah, moi, j'étais à la maison tranquille, je me réveillais quand je voulais, j'organisais mon travail comme je voulais. À présent, il faut affronter les embouteillages, venir au travail, le bureau, le patron est sur ma tête, on va nous contrôler. Bref, il va s'habituer à ça. Et le cerveau, dans une tentative de résistance pour se protéger, eh bien, va faire en sorte que les gens ne seront pas naturellement enclins à aller dans ce sens-là. Donc, il y aura des périodes de résistance, des retards, des gens qui vont perdre un peu leur habitude alors qu'ils étaient des gens qui étaient à l'heure. Eh bien, toutes ces choses-là, le manager va accompagner progressivement ses collaborateurs pour y faire face. Le deuxième élément, c'est de s'asseoir avec eux pour faire le bilan afin de tirer les leçons apprises. Les leçons apprises. Alors, cela signifie que le manager ne reste pas dans son coin seul et à faire le bilan de la situation de COVID-19. Il va donc s'asseoir avec ses collaborateurs, analyser la situation. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a fait de bien durant cette période? Et ce bilan va leur permettre justement de capitaliser les compétences acquises. Et en matière de compétences acquises, beaucoup ont appris beaucoup de choses. La plupart d'entre nous, en dehors, n'est-ce pas, des managers de la génération YZ, eh bien, certains managers avaient effectivement une appréhension pour les outils numériques, l'Internet et autres. Mais on a tous été forcés à y travailler. Certains même sont devenus aujourd'hui experts dans Zoom, le télétravail, les animations de conférences web, les formations en ligne, les outils numériques collaboratifs. Bref, autant de compétences qui ont été acquises et sur lesquelles il faut à présent bâtir. Et si à la reprise, eh bien, la génération YZ est plus outillée, plus habile, eh bien, on verra encore d'autres doyens qui seront encore réticents à aller dans le sens justement de l'utilisation de ces outils numériques qui ont été une compétence acquise. Dans ce sens-là, il faut aller alors dans ce qu'on appelle une reverse mentoring, où maintenant ce sont les plus jeunes qui vont venir coacher, accompagner, n'est-ce pas, les plus expérimentés. Donc, il faut veiller à ce que cela se passe dans la cordialité. Enfin, il faut célébrer la survie, la résilience. Ah, quand même, avec les collaborateurs, on vient de loin. La crise du coronavirus a laissé malheureusement au sein de beaucoup d'entreprises un lot de chômage, de licenciements, de boîtes qui ont fait faillite. Et si nous, à la reprise, on est encore là avec nos collaborateurs, eh bien, ça nécessite d'être célébré, n'est-ce pas? D'être célébré, célébrer la survie, célébrer la résilience, n'est-ce pas? Et cela passe évidemment par la reconnaissance publique du travail, n'est-ce pas, de nos collaborateurs qui, malgré vents et marées, ont tenu bon à nos côtés pour nous accompagner, pour travailler dur, pour s'adapter à de nouvelles situations. Il faut les féliciter, il faut les récompenser. On peut organiser une séance, n'est-ce pas, de rentrée, où on sort un peu avec eux, si la situation de reprise le permet, et on va célébrer ensemble pour reconnaître le mérite de chacun, d'avoir tenu bon, d'avoir accepté, n'est-ce pas, toutes ces transformations, ces nouvelles habitudes à acquérir pour continuer à produire de la maison. Eh bien, cela va renforcer l'esprit d'équipe, la cohésion d'équipe, la motivation et l'engagement de nos collaborateurs. Chers internautes, mesdames et messieurs, vous qui avez pris plaisir à nous suivre sur ce webinaire, voici un peu ce que j'avais à partager avec vous. Je profite pour vous remercier beaucoup pour votre attention et retourne à présent la parole
n'est-ce pas, au modérateur pour éventuellement votre contribution ou des questions qui vont permettre d'aller en détail sur certains aspects. Très bien, merci M. Pouy pour cette brillante communication, pour cette communication qui est complète, hein, et qui a visité donc l'ensemble des compartiments donc, auxquels un gestionnaire pourrait être confronté avec ses collaborateurs en cette période. Alors, nous avons reçu à la fois ici et à l'international beaucoup de réactions. On a par exemple M. Paco Massi qui demande pour maintenir l'engagement des équipes, est-ce qu'on pourrait leur demander des rapports journaliers de leurs activités? Alors, c'est une question intéressante. Oui, dans le processus de communication, qui est le sixième pilier dont nous avons parlé tout à l'heure, oui, il est important parce que pour superviser une équipe à distance, eh bien, s'il n'y a pas de rapport de routine qui sont communiqués, il va être très difficile de se mettre au courant du travail qui est fait. Donc, dans le premier objectif, premier élément, n'est-ce pas, que nous avons mentionné au début dans cette présentation, qui est la fixation d'objectifs. Évidemment, les collaborateurs auront des objectifs. Et ces objectifs vont être déclinés, ils auront un plan de travail durant cette période et de manière progressive, des rapports de routine vont nous permettre d'être au courant, même à distance, de l'avancement de leur travail, hein, de l'efficacité, de leur productivité, même à la maison. Donc, c'est important, effectivement, d'avoir des rapports de routine pour nous permettre de coacher, de superviser à distance. Alors, je vois aussi une autre question. C'est juste une voilà, c'était contribution, juste une contribution. Juste une contribution d'un spectateur anonyme qui félicite pour l'initiative et qui vous félicite également pour le brillant exposé. Il y a également Mme Kwaku qui nous appelle de Bamako et qui nous demande, Monsieur Pouy, vous avez parlé de flexibilité dans la gestion en cette période de crise. Alors, comment le manager, justement, en cette période, prévient-il le laisser aller? Comment il fait la jonction, il fait le distinguo entre flexibilité et quand même besoin de continuité des activités, puisque le collaborateur n'est pas là. Donc, le collaborateur est à distance. Justement, vous avez parlé de l'exemple de votre collaborateur qui se retrouve à Bingerville. Alors, comment le manager il fait face à ce genre de situation? Comment il évite justement que la flexibilité là ne se transforme pas en voilà. Alors, oui, la question est bien comprise. Merci beaucoup, madame, pour votre question. Alors, je l'ai dit d'entrée, hein, la flexibilité ne veut pas dire laisser aller, ne veut pas dire aussi que nous allons commencer à percer les normes, n'est-ce pas, de performance de notre boîte. La flexibilité, pour être en mesure justement d'allier la flexibilité à la nécessité, la rigueur, la productivité dans cette période, je l'ai dit, en amont, il faut déjà que le collaborateur ait des objectifs. Et comme nous sommes pratiquement distants de lui, on ne le voit pas, il a un nouveau cadre de travail où il y aura une confusion pratiquement entre sa vie privée, familiale et les exigences du travail, eh bien, on ne peut pas être ce manager qui va commencer à faire du micromanagement sur lui. D'ailleurs, ça va être quasiment impossible. Donc, pour baliser les choses, il faut fixer des objectifs. Ensuite, ces objectifs vont être monitorés, comme nous l'avons dit, par des rapports de routine. Et ce qui nous intéresse en tant que manager, ce n'est pas est-ce qu'à 8 heures, il était debout, est-ce que finalement, il est en train de faire le travail qu'on lui a. Non, c'est le résultat. Donc, dans cette période, comme il nous est quasiment impossible d'avoir le collaborateur sous nos yeux, la meilleure technique, c'est de baliser les choses avec des objectifs qui vont être monitorés par jour, un plan d'action. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il nous envoie le rapport, les résultats produits, nous les avons. Eh bien, nous nous rendrons compte que le travail avance. On n'a pas besoin d'être avec lui pour justement capter les résultats qui ont été produits. Alors, M. Trabi, depuis Bamako tout aussi, COVID-19, entreprises, manque de ressources sont des
Donc, ce sont des mots qui vont de pair. Alors,